sommes à l'origine de la trilogie sur la personnalité juridique de l'animal. Elle se décline en une trilogie de colloques, d'ouvrages et de séances solennelles et se déploie dans la rédaction de textes forts à vocation nationale et internationale. La trilogie est porteuse d'une doctrine qui s'élabore, se ramifie et s'étend à chaque nouveau volet. Du droit positif au droit prospectif, la trilogie dessine des perspectives d'avenir. Lorsqu'on évoque la personnalité juridique de l'animal, deux questions peuvent s'élever. Pourquoi? Comment? Il faut poser la base du droit des animaux. La question d'attribuer des droits à l'animal renvoie immanquablement à celle de sa personnalité. C'est un point souvent ignoré par les non-juristes, mais pour être titulaire de droit, il faut être une personne juridique. Dès lors, du strict point de vue de la théorie du droit, les animaux ne peuvent être titulaires de droit. Certes, il existe des réglementations pour protéger l'animal, pour préserver son bien-être, mais ce sont là des obligations imposées aux hommes. En conséquence, débattre de projets de réforme visant à garantir des droits dits supplémentaires aux animaux, sans leur donner au préalable une personnalité juridique, revient, pour prendre une métaphore, à mettre des étages supplémentaires à un immeuble dont les fondations sont instables. Autrement dit, c'est construire l'édifice juridique avant de poser les bases, ce qui est incohérent. La loi du 16 février 2015 modifie le Code civil français. Elle y insère un article 515-14 qui dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. L'animal n'est donc plus défini par nature comme un bien meuble ou un bien immeuble par destination, puisqu'une catégorie nouvelle d'êtres vivants et sensibles est reconnue, à côté de la catégorie des biens et des personnes, ce qu'admet la majorité des auteurs spécialisés. Mais la rédaction de cet article est révélatrice d'une hésitation qui lui est inhérente. Si l'animal a changé de catégorie juridique, le régime des biens lui est toujours applicable. Or, il n'y a pas, a priori, d'intérêt à prévoir une catégorie distincte sans régime juridique spécifique. Le Code napoléonien pose les bases du droit des personnes et des biens. Les lois qu'il contient ne peuvent être ambiguës ni même complexes. Il est pourtant significatif de constater qu'en France, le texte fondateur du statut juridique de l'animal, inscrit dans ce code à vocation générale, est sujet à interprétation. À défaut de mettre en place des droits propres pour les animaux, la loi de 2015 renvoie en effet au pouvoir juridictionnel le travail de définition des concepts. Être vivant, doué de sensibilité. Sans normes précises, le juge devra utiliser son pouvoir d'interprétation avec des risques forts de divergence selon la juridiction saisie. En ce sens, le statut juridique de l'animal demeure ambigu, heurtant à certains égards le principe de sécurité juridique qui exige la prévisibilité et la stabilité du droit. Face à ces carences, la doctrine doit non seulement participer à l'élaboration des outils d'interprétation des nouveaux concepts, mais encore et surtout proposer un nouveau statut pour les animaux. C'est dans cet esprit, et visant à garantir la sécurité juridique et la cohérence du droit, que sont formulées les propositions visant à élever l'animal au rang de sujet de droit. D'autant que des traces liées à l'ébauche d'une personnalisation se retrouvent dans le temps et dans l'espace. Historiquement, en effet, une forme de personnalité juridique a déjà existé avec les procès dans lesquels les animaux sont considérés comme des parties au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime.
Cette justice particulière peut s'observer en France, mais plus largement en Europe et en Amérique. Aujourd'hui, les sociétés traditionnelles nous offrent des exemples d'une relation au monde différente de la nôtre, avec une conscience plus accentuée de l'intégration de l'humain dans son environnement, dans un tout qui le dépasse et auquel il contribue. Ce détour par les sociétés traditionnelles est encouragé par les experts de l'Organisation des Nations Unies, car ces sociétés nous invitent à penser des visions alternatives du monde. Autre élément à prendre en compte, l'apport des autres sciences que le droit. Le droit des animaux doit, selon nous, communiquer, échanger, dialoguer avec les autres sciences. Or, les sciences démontrent chaque jour que les animaux sont des êtres sensibles et intelligents. Le 7 juillet 2012, la déclaration de Cambridge proclame que des animaux non humains possèdent les substrats neurologiques de la conscience. Un prolongement en droit s'est imposé afin d'en tirer notamment les conséquences. C'est la déclaration de Toulon du 29 mars 2019 sur la personnalité juridique de l'animal. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour le moment, les éléments convergent. Les animaux pourraient bénéficier d'une personnalité juridique. Mais comment ? Si la personnalité juridique est reconnue naturellement aux personnes humaines, elle est avant tout une construction intellectuelle qui a évolué et s'est détachée progressivement de la personne réelle qu'elle servait à désigner. Le recours à la technique de la fiction juridique, qui peut être définie comme une déformation de la réalité par le droit, a permis aux personnes morales, dépourvues de tout lien avec le vivant, de bénéficier de la personnalité juridique. Ainsi, en considérant les animaux, êtres vivants, comme des choses, le droit ne reposerait pas sur une réalité, mais sur une illusion qu'il fonde ou entretient. Illusion que seule la reconnaissance d'une personnalité juridique aux animaux semble à même de dissiper. L'exemple des débats autour de la création d'une personnalité juridique spéciale pour les robots, doués d'intelligence artificielle et dotés de facultés proches de la conscience humaine, en est une parfaite illustration. Les robots pourront peut-être, pour des raisons diverses, jouir de cette personnalité juridique, mais il s'agira là d'une personnalité proche de celle offerte aux personnes morales, et en aucun cas d'une personnalité en lien indéfectible avec le vivant. Ainsi, pour ces raisons, le voile d'illusion qui empêche l'accession des animaux à la personnalité juridique doit être déchiré. D'autant que la méthodologie juridique n'oppose aucun obstacle à l'éhaussement de l'animal au rang de sujet de droit. Se pose alors une nouvelle question. Quelle personnalité juridique de l'animal choisir ? Refondre la catégorie des personnes juridiques et créer une nouvelle catégorie, celle de personnes physiques non humaines, apparaît pertinent pour donner aux animaux une personnalité juridique qui leur serait propre. Les personnes physiques se déclineraient ainsi en personnes humaines et en personnes non humaines. Chacune de ces catégories bénéficiant d'un régime spécifique. Il n'est donc pas question d'accorder des droits identiques aux humains et aux non-humains. Simplement, forts d'une personnalité juridique nouvelle, les animaux pourraient, entre autres, bénéficier d'un statut cohérent et efficace, permettant la prise en compte de leur intérêt propre. Un des avantages majeurs de cette nomenclature est que le droit peut ainsi progresser sans bouleverser de façon brutale la summa divisio héritée du droit romain entre d'un côté les personnes et de l'autre les choses. La personnalité juridique de l'animal envisagée par la trilogie est intégrée dans le droit commun. Une proposition de rédaction d'un texte de loi a été rédigée à cet égard. Il est envisagé d'introduire au sein du Code civil français un titre consacré à la personne physique non humaine. Afin de tenir compte
des différentes catégories d'animaux, 3 chapitres seraient prévus. L'animal de compagnie, les animaux liés à un fond et les animaux sauvages. En effet, les questions ne se posent pas de manière identique concernant par exemple les animaux dits sauvages et les animaux de compagnie. Pour prendre une illustration, le droit à la liberté s'entend pour les animaux sauvages, l'ours par exemple, comme le droit de ne pas être détenu, ou tout du moins pas dans des conditions indignes. Et pour les animaux de compagnie, le chien par exemple, comme la possibilité d'exploration de l'environnement, liée notamment à la promenade, un espace suffisant ou des interactions avec les congénères. Mais au-delà de cette perspective nationale, d'autres textes, issus de la trilogie sur la personnalité juridique de l'animal, ont une vocation internationale. C'est le cas de la Déclaration de Toulon. Sans limite de frontières et de temps, la Déclaration de Toulon assure que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses. Elle établit un principe fort, celui de la personnalité juridique de l'animal. Cependant, elle n'en est pas moins d'application souple. En effet, le voile est subtilement gardé sur l'identification précise des animaux concernés. Le silence voulu par les auteurs permet de renvoyer ce choix, éminemment politique et sociétal, à chaque système juridique. S'inscrivant dans la soft law, empreinte de réalisme, la Déclaration de Toulon est mobilisée à travers le monde par des organisations non gouvernementales, des chercheurs, des avocats, des parlementaires, des associations et bien d'autres encore. Renouvelant les paradigmes, elle offre une approche cohérente et stable du droit des animaux. La Déclaration de Toulon, axée sur la personnalité juridique de l'animal, appelle à changer le regard juridique sur le vivant en se saisissant des avancées scientifiques sur les animaux. Une science attire particulièrement l'attention. C'est la phylogénétique, la science qui classe le vivant. Jusque-là, on avait une représentation pyramidale du vivant, avec les humains au sommet. Ce n'est plus la représentation qui l'emporte aujourd'hui. La phylogénétique, au contraire, propose maintenant l'arborescence du vivant, le buisson du vivant, l'arbre de la vie, l'arbre des vivants. Au centre, il y a Lucas, le plus ancien ancêtre commun universel connu. L'homme est sur une branche parmi les autres. Cette nouvelle représentation du vivant implique un renversement de paradigme et la fin d'une hiérarchie humaine. Surtout, elle confirme l'importance de parler de personnes non humaines et non de personnes animales, puisque l'humain est biologiquement un animal. Évoquer la personne animale pour parler des animaux autres que l'homme, c'est donc se rattacher à une approche du monde que la science ne soutient plus. L'expression de personnes non humaines, conforme à la réalité biologique, sera privilégiée. Puisque la phylogénétique classifie tout le vivant, le juriste peut lui aussi s'emparer de l'arborescence en découpant les branches qui pourront bénéficier d'une personnalité juridique. C'est le rôle du juriste du vivant. À cet égard, les animaux sauvages établissent le trait d'union avec les différentes formes de vie. En droit positif, l'animal sauvage, vivant à l'état de liberté, est protégé dans la mesure où il fait partie du patrimoine naturel, au sens du droit de l'environnement. Mais cette approche a quelque chose de dérangeant et une hiérarchie peu lisible existe dans les éléments composant ce patrimoine. La perspective d'attribuer une personnalité juridique à l'animal sauvage permettrait sûrement de réconcilier les approches animales et environnementales. Les animaux sauvages font en effet particulièrement bien le lien avec la nature. Sans nécessairement personnifier tous ces éléments, le vivant doit être pris en compte par le droit. Le changement de regard sur le vivant passe par les différents ordres juridiques qui devront répondre aux questions suivantes en faisant un choix.
Faut-il se contenter d'un anthropocentrisme juridique qui semble, à l'ère de l'Anthropocène, montrer ses limites? Ou bien rechercher un zoocentrisme mobilisant des critères comme la sensibilité, l'intelligence, ou d'autres critères peut-être comme la conscience? Ou bien faut-il rechercher le biocentrisme? L'anthropocentrisme juridique est actuellement ébranlé. Les cas de personnification juridique d'animaux, comme en Inde, ou de la nature, comme en Amérique latine, se multiplient à travers le monde et ne peuvent pas être ignorés. Partant de ce constat, la trilogie propose le passage d'un droit sur le vivant à un véritable droit du vivant, réconciliant les intérêts des humains et des non-humains intégrés dans leur environnement. C'est dans cette optique que la charte du droit du vivant a été rédigée. Elle conclut la trilogie sur la personnalité juridique de l'animal et a vocation, à l'instar de la Déclaration de Toulon, à inspirer des réformes institutionnelles en France comme à l'étranger. En France, la charte du droit du vivant pourrait être constitutionnalisée. Ce serait ainsi l'occasion de poser un principe de droit supérieur et des clés d'interprétation des textes relatifs aux animaux et à la nature. Nous tenons à adresser nos chaleureuses félicitations aux organisateurs Eva et Marine. Nous serons heureux d'échanger avec les autres participants sur les approches comparatistes relatives à la personnalité juridique de l'animal. Merci pour votre attention.